Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour participer à cette webinaire pour le programme en commun, l'initiative des indicateurs de biodiversité pour rapporter sur les indicateurs de biodiversité dans le carrière du membre de Aggregate Europe UAPG. Dans ces cas, on remercie toujours aussi Audrey Champion du MPG pour coordonner la participation à cette session de webinaire. Alors, c'est qu'on va faire expliquer rapidement, Samuel, ça va être je vais laisser la parole à Samuel pour présenter cette initiative. Et après, on peut laisser quelques temps pour votre question, surtout, s'il vous plaît, si vous avez besoin de faire quelques interventions ou de poser des questions, n'hésitez pas à nous interrompre et on est ravis de leur répondre. Alors, si on peut passer à la suivante. Oui, ça c'est seulement la présentation du participant principal. Dans ces cas, c'est une collaboration d'Aggregate Europe avec le projet Rotate et aussi l'Université de Liège, en collaboration aussi avec la Fondation Tormes, qui est dans ces cas espagnol, qui malheureusement n'était pas possible de participer à la session d'aujourd'hui. Alors, si on peut passer à la suivante. Euh, alors, je vais laisser la parole à Samuel de l'Université de Liège. Bonjour tout le monde. Donc, je suis dans le groupe environnement de développement de groupe de travail environnemental de UPG comme consultant externe, expert en biodiversité pour donner le point de vue plutôt recherche. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des indicateurs de biodiversité? C'est parce que, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire cette initiative? C'est que il y a beaucoup de connaissances locales à l'échelle des sites ou des carrières ou de certaines compagnies. Pardon. Mais il y a également beaucoup de cette connaissance qui est assez éparpillée. Il n'y a pas une centralisation complète à l'échelle de l'Europe et encore moins à l'échelle du secteur selon les compagnies. Et donc, la première étape a été de faire une revue d'action de ce qui est fait en faveur de la biodiversité dans les carrières et dans le secteur extractif, pas uniquement de ce qui est fait pour les agrégats, mais aussi dans le secteur en général. Et donc avec deux buts principaux qui sont la quantification de la biodiversité et de son évolution. Et donc on doit pouvoir faire des mesures quantitatives et qui peuvent être répétées dans le temps, qui permettent de voir s'il y a une évolution positive, négative ou une stagnation. Et la reproductibilité de cette méthode, c'est-à-dire qu'elle peut être réappliquée d'un site à l'autre sans intervention, sans changement complet de paradigme qu'on se trouve en zone méditerranéenne ou en zone boréale. Et inversement, qu'elle soit reproductive également dans le temps, quelle que soit la saison et quelle que soit l'année, soit cette année-ci ou dans 5 ans. Et donc, ce projet est en fait s'appuie sur le travail que l'on fait dans le projet qu'on Rotate. C'est un projet européen de recherche et de développement pour l'industrie extractive, un projet européen dans lequel on s'intéresse à l'économie circulaire dans le secteur extractif. Et dans ce gros projet, nous avons une partie avec, enfin, en tout cas, l'Université de Liège, en collaboration avec ANFA et Fondation Tormes, une partie sur la biodiversité et les services écosystémiques, où en fait une partie de ce travail va permettre de développer des indicateurs de biodiversité, ou en tout cas de pouvoir augmenter le scope et l'aire d'application et la reproductibilité des méthodes qui ont été publiées soit en recherche, soit dans différents guidelines à l'échelle du site en particulier. Et donc ce travail ici qu'on fait dans le UPG s'appuie sur la méthode et les frameworks, pas forcément, il n'y a pas de transfert d'informations de l'un à l'autre, donc dans les questions qui avaient été posées, c'est un, une question qui revenait souvent. Il n'y a pas de transfert d'informations d'un projet à l'autre. Tout est confidentiel de chaque côté. La seule nécessité des données ici, c'est pour pouvoir avoir un retour sur la méthodologie pour faire en sorte que l'information de biodiversité puisse être collectée facilement et sans trop de connaissances externes par les opérateurs, mais également qu'elle ait un sens. Et donc, c'est essayer de trouver un peu cet équilibre entre les deux. Voilà, on peut passer au slide suivant, si vous plaît. Donc, c'est ce que je disais ici avec le projet Rotate, c'est que dans le cas
du projet, c'est qu'on s'intéresse à beaucoup d'autres choses que de la biodiversité. C'est la circularité industrielle, ça passe sur de l'extraction au process à tout ce qui est annexe également, aux émissions environnementales et également à la communication, dissémination et à l'acceptation sociale. Donc c'est un projet qui est très très large, qui se met dans un projet stratégique en fait de l'Union européenne sur les ressources primaires. Mais dans ce projet-là, donc il y a aussi un volet biodiversité. Euh, donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, c'est Mickaël qui va reprendre parce que le Oui. UPJ, je sais pas. Pardon. Et dans ces cas, oui, dans le cas d'Aggregate, comme Samuel avait bien dit, cette initiative, c'est la demande d'Aggregate Europe avec la collaboration des experts, dans ces cas de Samuel, de Beatrice, ANEFA, l'Université Liège, Fondation Termes, etc., pour répondre aux demandes de l'information qu'on n'avait pas maintenant actualisée et pour, après, évidemment, pour prendre d'action en certaines données que les adhérents, dans ces cas de l'UEPG, vont nous fournir. Sûrement, pour expliquer très rapidement c'est comment fonctionne, on a créé un groupe de travail sur les indicateurs de biodiversité avec lequel on a élaboré en premier lieu ce questionnaire de base, le premier niveau de questionnaire, et après, tous ces questionnaires, ils vont être rapportés dans les commissions d'environnement de Aggregate Europe où on va présenter, par exemple, des conclusions, on va présenter quel est l'état actuel de ces indicateurs de biodiversité, évidemment en respectant la confidentialité de toutes les données qui sont fournies par les adhérents, évidemment. Merci. Donc, Pour passer à la suivante. dans ce qu'on appelle la confidentialité, c'est que on se sert des informations à l'échelle agrégée. C'est-à-dire, on va jamais dire ce site en particulier a tel niveau de biodiversité ou a telle connaissance de sa Exactement. biodiversité ou cet indicateur, mais on va par contre faire des statistiques à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de l'Europe et se dire, bah, on a autant de sites à l'échelle de l'Allemagne, par exemple, ou de la France, qui ont cinq sites naturels à proximité, etc., etc. Donc, il y a pas d'identification des sites ou des compagnies dans les données. Audrey, tu as une question? Oui, oui, tout à fait. C'est une question justement qu'on on m'avait déjà posée, du coup, j'en profite. C'était par rapport à la représentativité de la donnée, puisque par exemple, si je sais que en France, on est au niveau UNPG, hein, je ne parle pas de toutes les carrières qu'il y a en France, mais vraiment au niveau les membres de l'UNPG, on a l'équivalent de 2000 sites, que ce soit carrière plus plateforme de recyclage, donc ils sont membres de l'UNPG, ce qui fait énormément de sites. Concernant la représentativité du coût des données et pour que ça soit représentatif du pays France, euh, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui participent. Qu'en est-il s'il n'y a pas ce nombre de participants? Ce qui fait qu'on peut pas, on pourra pas vraiment, si je sais pas, s'il y a que 10 sites ou allez même 50 qui participent, est-ce qu'on est-ce qu'on peut considérer que c'est représentatif? Je ne sais pas. Voilà, ma question, voilà, c'est là-dessus, sur la représentativité de la donnée qui pourrait, pour la France, mais ça pourrait très bien être pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour l'Espagne, enfin voilà, même question pour tous les pays. Mais donc, je vais juste commencer sur une partie, puis après je laisserai Mickaël pour la seconde. La première, il y a deux parties à la réponse. La première, c'est le temps qu'on peut y allouer. La deuxième, c'est ce que UPG veut en faire. Moi, je peux répondre sur le temps qu'on y a alloué. C'est que Béatrice et moi, on est dans ce cours de travail comme consultant externe, en dehors enfin, c'est dans notre projet aussi parce que ça permet d'avancer un petit peu sur avoir l'avis de l'industrie sur ce qu'on est en train de développer et en fait la pertinence qu'on a à développer de la manière qu'on le fait pour faire en sorte que même si on a des sites pilotes dans Rotate, mais on peut aussi voir des acteurs externes qui décident de dire bah, peut-être que le questionnaire qu'on a là, il est un peu trop long ou ces données-là sont un peu plus compliquées à avoir et d'avoir des allers-retours pour développer le framework lui-même. Mais tout ça, c'est fait entre guillemets en plus du travail qu'on fait dans Rotate, même s'il y a une synergie entre les deux. Et donc, d'un point de vue représentativité, on a aussi un côté d'efficience du temps à dégager pour ça. Et donc, on développe des questionnaires, on fait les allers-retours entre l'UEPG, les différentes fédérations et l'analyse des données. Mais on n'a pas le temps dans le projet qui est limité dans le temps lui-même
d'aller chercher des nombres de carrières qui sont 100, 200, 300. On aimerait pouvoir avoir ça facilement et avoir 5 personnes qui travaillent dessus tout le temps. Mais de notre point de vue, c'est pas possible d'attendre que une fédération demande à tout le monde et avoir, je ne sais pas moi, un nombre représentatif. Statistiquement, c'est 20, 30, 50, 60, 80 avec différentes stratifications dans la taille de l'industrie. Si on pouvait faire ça, ce serait parfait. Nous, on n'a pas le temps de le faire. Donc, on va prendre ça pour développer un framework qui, on l'espère, sera plus facile à appliquer que ce qui avait été développé par là et au moins faire une enquête à l'échelle de l'Europe pour dire, eh ben, on a une connaissance avec les biais qu'on a. On peut identifier des biais et des tendances dans la connaissance par pays, mais clairement, il y aura des marges de manœuvre qui sont différentes de pays à pays, une représentativité qui sera pas idéale avec un petit nombre de sites, mais on peut déjà identifier certaines tendances et certains biais. Ça, c'est la partie recherche de la chose et comment est-ce qu'on développe les questionnaires. Maintenant, la partie, est-ce que l'UPG peut en faire? Mickaël sait mieux répondre que moi. Est-ce qu'elle souhaite en faire en tout cas? Pardon, oui. Oui, pardon, parce que ma connexion est coupée. Mm. C'était, la question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire du FPG avec les données qu'on Mm. reçoit? Donc, c'est une question sur la représentativité des données et comment est-ce Ah, que, ok. si on avait choisi, je pense, 5 à 10, 15, jusqu'au maximum, on pouvait aller dans les fédérations. Mais donc, avec l'échantillonnage de Oui, chaque fédération, qu'est-ce qui est représentatif par rapport à ce que vous voulez en faire, vous, au oui, niveau du UPG? Et c'est ça aussi, en fait, je crois, une oui. partie de la réponse à la question. Oui, je crois que dans une partie de la réponse, ça a été déjà fait par Samuel. Alors, on a décidé du minimum de demander à chaque adhérent du EPG de nous fournir avec 5 sites pour répondre aux questions. Alors, on sait évidemment que c'est difficile d'avoir de réponses de tout le pays, de tous nos adhérents en Europe. Même, j'ai un diapositive qui est après à la fin pardon, de la présentation qui nous montre, on peut montrer un peu la représentativité à ces moments-là de questionnaires qui ont été envoyés dans le groupe de travail. Mais alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on fait le webinaire aujourd'hui, parce qu'on croit que c'est nécessaire, que c'est important d'avoir de la représentativité de quelques pays qui sont importants dans le secteur, dans ces cas, par exemple, le MPG. Alors, c'est la raison pour laquelle on essaye aussi de faire de webinaires, par exemple, pour faire de la diffusion de cette nécessité d'avoir des indicateurs de biodiversité, parce qu'à l'après, c'est qu'on fait le travail qu'on fait dans le niveau de secrétariat général à Aggregate Europe, ça sert pour tout le monde. Alors, on croit que c'est nécessaire d'avoir la participation de tous nos adhérents, alors pour avoir de meilleurs résultats et une meilleure représentativité, pour savoir un peu quelle est la direction où on y va dans le secteur de l'environnement. Évidemment, je suppose que Samuel va le dire après, s'il y a toujours un travail en construction, ces indicateurs ne sont pas fixes en moment déterminé, mais ce sont toujours en construction avec les années. Alors, on doit faire quelque chose de base, on commence à ce moment-là, et alors on attend de construire une base de données qui est plus confiable. Et c'est aussi exactement ça, c'est que on est dans le début du processus et donc c'est pas un processus qui se finit à un moment T. C'est pareil pour les questionnaires, c'est une question, on sait bien que l'information n'est pas disponible, toute l'information n'est pas disponible immédiatement, enfin idéalement ce serait le cas, mais donc c'est aussi un processus qui va permettre à l'industrie de connaître un peu plus au fur et à mesure du temps. Donc je pense que pour l'UPJ, il y avait une deadline qui n'était pas, je crois que c'est fin 2026 ou quelque chose comme ça pour cette partie du projet, mais je pense qu'il y aura une suite et c'est un travail qui est en construction au niveau des bases de données aussi pour savoir exactement comment utiliser cette information environnementale. C'est pas un truc qui est figé dans le temps et c'est pas parce qu'on fait une enquête maintenant sur le premier niveau que que de la représentativité doit être maximum dès maintenant. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Sûrement me voyant enroué parce que j'ai un rhume. Merci. Ah, c'est toujours à moi. Donc, quels sont les objectifs de ces indicateurs? Maintenant, on passe sur la partie, c'est la partie un peu pourquoi est-ce qu'on a des indicateurs et à quoi ils servent.
Donc un indicateur, ça doit être une métrique. Donc c'est une métrique qui doit être simple et sans trop de mécanique complexe. Donc on peut avoir des indicateurs qui sont faits en ce qu'on appelle boîte noire. Donc on met des paramètres dedans. Il y a un processus algorithmique ou des équations qui sortent un résultat. Et ça, en général, c'est bien, mais c'est pas idéal parce qu'on ne comprend pas exactement comment la valeur sort à l'arrière. Le plus simple avec les indicateurs, c'est que les opérateurs puissent les comprendre facilement, comprendre le processus également, et donc que n'importe qui puisse s'approprier un peu l'information facilement et qu'on dise, voilà, pardon, par exemple, un comptage, on sait qu'il y a 5 oueds d'Égypte dans une carrière, par exemple, ou 5 maisons queue. C'est facile de s'approprier l'information, ça donne quelque chose et c'est facile de transmettre l'information aussi dans des opérateurs qui peuvent changer de l'un à l'autre. Et c'est facile à interpréter aussi pour la compagnie, c'est facile à interpréter pour le public aussi. Si vous décidez d'en faire de la communication quelque part ou pour les décideurs. Un indicateur doit être sensible au changement, donc ça paraît un peu bateau à dire, mais parfois les indicateurs sont statiques et répondent très lentement à un changement. Et donc, si on veut tracer l'évolution de la biodiversité qui peut évoluer assez vite ou assez lentement dans un secteur qui lui évolue assez vite, on aimerait pouvoir avoir un changement dans la valeur dès qu'il y a un changement dans l'environnement. Et donc, s'il y a un changement dans l'opération de la carrière, dans la manière dont la carrière fonctionne ou un changement dans l'environnement, eh bien, ça devrait se refléter dans l'indicateur lui-même, si pas immédiatement dans les années qui suivent. Donc, quand on dit rapidement, ça dépend évidemment des processus. Mais donc, idéalement, il faut que l'indicateur, en plus d'être simple, puisse montrer le changement assez facilement. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est qu'il soit prévisible, c'est-à-dire qu'il doit être sensible au changement, mais que cette sensibilité au changement soit prédictible. Donc, si on augmente par deux la quantité de zones restaurées de la carrière, eh ben, on s'attend à un doublement par exemple, une augmentation d'un tiers de la population de mésanges à longue queue, par exemple, dans ce type d'environnement. Et que quel que soit le type d'environnement dans la zone écologique dans laquelle on se trouve, eh bien, si on double la zone de forêt, on a toujours le même tiers ou à peu près le même type de réponse. Pas que si on double, ça change de 1% à 80%. Et donc, grâce à des indicateurs simples qui répondent à ça, ils sont facilement interprétables, ils sont facilement, entre guillemets, manipulables pour adapter les stratégies. Et c'est ça aussi finalement que le but de l'indicateur, c'est pas uniquement d'avoir de l'information, mais c'est aussi pouvoir réagir et établir des stratégies sur base de ces indicateurs-là. Et donc aussi dans la stratégie générale dans laquelle on est, il faut qu'il soit reproductible. Donc je parlais juste avant du fait qu'on puisse comparer indépendamment les sites les uns des autres, mais on puisse aussi comparer les années les unes des autres pour un même site. Ça permet de tracer des évolutions, ça permet de tracer des comparaisons, ça permet d'avoir une vision plus large de la connaissance de la biodiversité dans les sites d'extraction et également que ce soit indépendant du paysage. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait l'appliquer dans une carrière en pleine forêt comme on peut l'appliquer dans une carrière en plein désert. Ce ne sera pas les mêmes espèces, mais ce seront les mêmes mesures et les mêmes métriques qu'on va utiliser. Donc, tout ça s'aligne évidemment dans la législation européenne. Il y a la stratégie biodiversité 2030, il y a les directives de protection d'habitat sur les oiseaux, le réseau Natura 2000, et évidemment ce qui a été voté il n'y a pas longtemps, la loi des restaurations de la nature. Et ces indicateurs vont permettre de savoir où on se trouve par rapport à ces objectifs-là aussi. De savoir si on a des espèces protégées, si on a des habitats protégés, comment est-ce qu'on peut les conserver, les réhabiliter et atteindre ces objectifs de restauration également à l'avenir. Slide suivant, s'il vous plaît. Il y a plusieurs niveaux d'indicateurs. On les a divisés en 3 niveaux, qui sont le niveau de préévaluation, l'évaluation et les indicateurs fonctionnels de biodiversité. Donc, ce sont tous des indicateurs, c'est juste que le premier niveau sur lequel on va présenter aujourd'hui, c'est essentiellement de l'information qui est préexistante et l'information de bas niveau qui est assez générale. Donc, ça veut dire que on va vous aider à comprendre la quantité d'informations que vous avez entre les mains et avec un certain niveau d'information biologique,
qui est assez générique, assez général et assez facile à trouver, qui ne nécessite pas beaucoup, voire quasiment pas du tout d'expertise environnementale externe. Un petit peu de cartographie, vraiment, si on a besoin d'aller chercher, comme on verra dans les questions. Le deuxième niveau, c'est la mesure de l'indicateur. Il y a un petit peu d'expertise qui est nécessaire, et dans ce cas-là, on s'intéresse au niveau structurel de l'écosystème. Donc, c'est quelle est la structure de la nature qu'on a chez nous, quels sont les types d'espèces qu'on a, quels sont les abondances d'espèces qu'on a par ici ou par là. C'est pas uniquement des surfaces et des proximités. Et le niveau 3, c'est le niveau fonctionnel. Donc, ça s'intéresser à comment l'écosystème fonctionne. Est-ce que son fonctionnement est sain? Est-ce que son fonctionnement permet qu'il soit stable? Ou est-ce que son fonctionnement va vers une dégradation? Donc, c'est un niveau qui est plus complexe, qui souvent nécessite de l'expertise externe, ou au sein d'entreprises plus grosses, souvent, l'information existe déjà via des relevés. Attention aussi, c'est que les niveaux sont souvent interdépendants. Donc, on construit le niveau 1, 2, on construit le niveau 1 partiellement sur le niveau 2 et on construit le niveau 3 partiellement sur le niveau 2. Pardon. Donc, je recommence. On construit le niveau 2 partiellement sur le niveau 1, on construit le niveau 3 partiellement sur le niveau 2. Dans le sens où avoir des indicateurs de biodiversité ultra complexes, et enfin sur le fonctionnement en tout cas de l'écosystème, on peut en avoir via des campagnes, des campagnes biologiques et des relevés. Mais si on n'a pas une cartographie précise ou une cartographie à la base, on ne sait pas où échantillonner et comment. Et donc l'information a un peu moins de valeur, elle est un peu moins utile dans tout ce qui est planification de la gestion de cette biodiversité. C'est un peu pareil si on a des relevés d'espèces avec des présences-absences, d'espèces protégées, mais si on ne sait pas non plus dans le plan de gestion quelles zones vont être actives, quelles zones vont être inactives, et on ne sait de nouveau pas faire une gestion à la fois active et une gestion de restauration dans le plan de restauration qui permettrait de conserver ces espèces protégées ou à minima de faire en sorte de déplacer la population vers un endroit qui n'est pas en exploitation après. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un ordre dans lequel on essaye de le faire, 1, 2 et 3. C'est pas forcément qu'il faut d'abord tout faire tout 1 pour avoir 2 et puis 3, mais c'est intéressant d'avoir des informations du niveau 1 pour pouvoir interpréter un peu mieux le niveau 2 et le niveau 3 lui-même. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la préévaluation, en fait, c'est une évaluation préliminaire de ce qui se passe dans l'industrie extractive, avec les sources d'informations, qu'est-ce qui est disponible et de quoi est-ce qu'on a besoin. Et souvent, ces données sont disponibles dans les documentations environnementales de l'entreprise. Ça dépend évidemment des législations et des pays, parce que, par exemple, je sais qu'en Wallonie, donc la partie francophone de la Belgique, ou en France, il y a déjà des informations qui sont demandées au niveau des autorisations environnementales, en tout cas depuis récemment. Il y a des informations qui sont demandées sur les plans de restauration, dans la réhabilitation également. Donc, l'information existe déjà, mais il y a d'autres pays où c'est pas exactement le cas. Ce sont les fédérations, on n'a pas les mêmes réponses de l'un à l'autre, et c'est pareil dans le projet Rotate, selon le pays dans lequel on se trouve, dans lequel se trouve le site pilote et la taille de la compagnie, on n'a pas exactement le même niveau de connaissance. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit au départ, on va d'abord faire l'évaluation préliminaire avec où se trouve l'information. Et s'ils l'ont aussi, et si le site là aussi, le site ne l'a pas, le guider vers dire, OK, si le niveau de base d'information, vous ne l'avez pas, c'est utile de commencer à penser à l'avoir. Ou alors peut-être qu'il se trouve quelque part ailleurs, si le site appartient à une compagnie parente, peut-être que ça se trouve dans une des guidelines de la compagnie ou dans le responsable environnemental externe, ou si on fait appel à une organisation environnementale externe pour gérer la biodiversité. Donc pour le niveau 1, c'est vraiment une sorte d'état des lieux de l'information et un niveau assez générique. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc on a développé un questionnaire, qu'on a une 15-20 questions, avec un manuel explicatif qui définit les termes principaux qui sont utilisés dans le questionnaire, mais également pourquoi ces questions sont pertinentes. Parce que chaque question qu'on pose a une pertinence biologique et aussi une pertinence dans pourquoi est-ce que c'est important de poser la question ou pas. Donc, on a fait un webinaire en espagnol, en anglais, maintenant en français. Le manuel lui a été traduit également. Et c'est un Microsoft Form qui prend à peu près 15-20 minutes à compléter suivant la personne. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui est, comme je disais, la finalité n'est pas d'avoir la réponse à toutes les questions à un moment T. Si vous l'avez, c'est parfait.
mais c'est aussi de faire en sorte de montrer qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas, et pouvoir du coup s'adapter pour avoir l'information. Slide suivant. Donc on a quatre types, je vais passer assez vite dessus comme ça on a du temps pour les questions. Il y a 4 types de niveaux pour le questionnaire. La première, c'est les données générales. C'est votre emplacement de site et les données de contact. Ça, c'est uniquement pour nous, pour pouvoir faire les statistiques derrière. C'est l'emplacement, c'est juste pour pouvoir faire la statistique sur le pays. Et les données de contact, c'est juste pour pouvoir contacter la personne. Si jamais on a besoin de contacter la personne pour avoir un échange, mais c'est juste pour trier les sites pour nous. Les données générales de cartographie, les générales, c'est plutôt, ça s'intéresse pour vous à la donnée cartographique et au réseau Natura 2000. Donc, c'est de savoir si vous avez une cartographie de la carrière avec des zones actives, inactives, si vous avez des relevés précédents qui donnent des types d'écosystèmes qui sont répartis sur la carrière ou des types de végétation en tout cas. Et le réseau Natura 2000, ça permet, il est disponible en ligne gratuitement. Il suffit d'aller voir sur le portail de l'Union européenne. C'est de voir si à proximité du site ou dans la concession, vous avez des zones Natura 2000 qui ont été identifiées ou pas. Donc, c'est pertinent parce que comme ce sont des zones protégées, ce sont aussi, enfin, en tout cas des zones d'intérêt biologique, bah, ça donne aussi déjà des informations sur ce qui pourrait se trouver dans la carrière, mais si elles sont à proximité. Est-ce que les espèces migrent, elles bougent, la végétation bouge, les animaux bougent, et s'ils trouvent les conditions favorables dans la carrière, il y a des chances qu'ils aient bougé de l'un à l'autre. La troisième s'intéresse au plan de gestion et de restauration. Donc, il y a la gestion environnementale durant l'activité. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion dynamique. Certains sites en ont. Ils ont des plans de gestion dynamique de la nature. Donc, c'est-à-dire, on va créer des mares temporaires, on va utiliser certaines parties de la carrière pendant qu'elle n'est pas très active. On va planifier la restauration en commençant déjà un petit peu des plantations ou d'adaptation de zones naturelles. Il y a les plans de restauration qui, eux, sont axés réhabilitation-restauration. Donc, il y a une différence entre les deux. La réhabilitation, c'est la fonction de la zone. Donc, on peut réhabiliter une partie de carrière pour faire de nouveau de l'industrie ou de l'habitat ou de l'agriculture ou de la nature. Ça, c'est la partie fonctionnelle de la réhabilitation. C'est essentiellement de la réhabilitation physique. La restauration, c'est la restauration d'écosystèmes. Et donc là, c'est se mettre dans la démarche de dire on va restaurer la nature d'une certaine façon. Donc, on va utiliser l'espace qui est disponible pour faire de la biodiversité. Certains sites ont des plans de restauration, certains sites ont des plans de réhabilitation. Parfois, il y a un overlap entre les deux. On fait de la réhabilitation mixte avec des zones naturelles. On fait de la réhabilitation en partie, juste du leveling, et puis on laisse la nature revenir. Et donc, ça, c'est pour savoir exactement quelle est la stratégie au niveau du site. Qu'est-ce qu'on en fait pour que l'espace qui est finalement plus utilisé redevienne un espace naturel ou un espace dans lequel la nature peut se développer. Et si ça devient un espace dans lequel la nature se développe, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait une plantation? Est-ce qu'on fait une translocation de sol? Est-ce qu'on laisse les choses se faire? Ensuite, il y a un plan de gestion de la biodiversité, et ça, c'est un truc qui se fasse à l'échelle de la carrière. Peut-être certains sites, encore une fois, n'en ont pas. C'est une question. Il ne faut pas répondre oui à toutes les questions. Idéalement, le site a toute l'information, mais parfois, il n'y en a pas parce que législation, parce que les concessions n'ont pas le même âge. Et les plans de gestion de biodiversité, c'est un peu comme similaire à la gestion environnementale, mais moins large. Ça permet d'avoir une gestion de la biodiversité durant le cycle de vie de la carrière. Et donc, de se dire, on a une connaissance de la biodiversité, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'a fini par la déplacer? Est-ce qu'on décide que cette partie-là, on n'a pas le choix, il va falloir supprimer cette aire-là et on va essayer de la compenser ou pas, etc., etc. Enfin, le dernier pilier s'intéresse aux données habitat et espèces d'un point de vue assez générique. Donc, on ne demande pas la liste d'habitats, on ne demande pas la liste d'espèces, on demande juste si vous avez les données, eh bien, mettez-les. Si vous ne les avez pas, ce sera nécessaire pour arriver au niveau 2, au niveau 3. S'il y a déjà des indicateurs qui ont été pris dans des relevés précédents, et s'il y a déjà eu des actions de diffusion, donc ce sont des actions de communication, certains sites le font en disant on a une partie travailler avec des salles de naturalistes et des observations. Parfois, ça arrive, en tout cas, dans certaines carrières. Et donc, est-ce qu'il y a des actions de diffusion auprès des autorités locales, auprès du public général sur la biodiversité qui se présente dans les carrières ou pas?
Donc ça, c'est plus, encore une fois, c'est diagnostic, c'est pas quelque chose qui est fonctionnel, mais ça permet d'avoir déjà une meilleure vue et un meilleur panorama de ce qui est disponible. Donc les slides suivants, c'est les questions elles-mêmes, donc on peut regarder vite fait. Donc ça, voilà, c'est la personne de contact. Le slide suivant, c'est les questions. C'est toujours des questions assez rapides à répondre, donc c'est des choix multiples, c'est oui, non, ou j'ai besoin de vérifier. Donc c'est toujours mieux de dire j'ai besoin de vérifier si on n'a pas l'information, et puis de revenir dans le questionnaire, de lutter, de dire je l'ai ou je l'ai pas. Comme je disais, c'est pas, on s'attend pas à ce que tout le monde ait les réponses à tout dès le départ, mais que ce soit bien que le processus soit itératif et que donc on se rende compte que si on n'a pas l'information, ben, on aille la chercher si on en a besoin. Donc les plans de gestion, c'est pareil, oui j'ai un plan de gestion, oui j'ai un plan de restauration, j'ai un plan de réhabilitation, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont normalement disponibles dans les archives du site ou en tout cas dans l'administration du site. Si elles ne le sont pas parce que la législation ne le demande pas, bah alors vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais donc normalement, l'information est disponible quelque part. Là, c'est pareil, est-ce qu'on engage avec la communauté, est-ce qu'on surveille les espèces invasives? Donc tout ça, c'est plutôt les questions typiques sur la biodiversité. On ne demande pas quel est le plan de gestion des plantes invasives, s'il y en a un. Ça, ce sera l'étape suivante, le niveau 2 ou le niveau 3. S'il y a une gestion de plantes invasives, parce que les carrières sont des milieux ouverts dans lesquels les plantes invasives ou les espèces invasives peuvent venir se reproduire facilement, eh bien, la méthodologie va être dans le niveau 2 et dans le niveau 3. Dans le niveau 1, on va juste dire est-ce que vous avez un plan ou non. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt la chronologie de travail. Ça, c'est pour Mickaël. Oui. En gros, nous, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on a présenté le lancement du questionnaire, on a fait les webinaires et tout, et donc maintenant, on espère que la plupart des fédérations peuvent avoir des sites pour répondre au questionnaire et analyser des résultats pour les transmettre à l'UPG. Maintenant, ce que l'UPG va en faire, ben, c'est Mickaël qui doit répondre à ça. Ah oui, oui, seulement Voilà. pour compléter la date limite. Maintenant, c'est la semaine prochaine, à 27 février. C'est la date limite pour compléter, soumettre le questionnaire. Et on espère qu'on aura le résultat, le premier résultat seulement des données générales de ces questionnaires pour les adhérents. Et, au comité d'environnement d'Agregatio, pour évidemment, MPG il va y participer pour aussi avoir un premier, comment le dire, un premier test sur le résultat. Dans ces cas, ce ne seront pas des résultats, en analyse des résultats très spécifiques parce à cause des questions posées par le niveau 1. Mais alors, ça va servir comme la base pour construire à partir de ce moment-là le niveau 2 et 3. Alors, c'est important aussi, je l'ai mis en rouge dans le slide, il faut remplir le questionnaire de niveau 1 pour passer au prochain questionnaire. C'est une question qui est indispensable pour toutes ces personnes qui participent dans le questionnaire des indicateurs de biodiversité. Alors, c'est très important d'y participer au premier moment et pas d'attendre, par exemple, au questionnaire 2 et au questionnaire 3. C'est super important pour nous, c'est sûrement des questions de méthodologie. Parce qu'il n'y a pas tellement de sens de remplir le questionnaire numéro 2 et numéro 3 si on n'a pas l'information de base dans ce questionnaire. Alors, on vous encourage à le remplir. Là, pour la semaine prochaine, on avoue maintenant, ce sont 17 questions qui sont assez faciles. Alors, on croit que c'est facile de le faire. Et finalement, oui, on a seulement un petit teaser pour la représentation, la participation qu'on a déjà. Les données sont d'hier, si on ne se trompe pas, qui sont fournies par Béatrice. Et on a un total de 124 soumissions dans ces cas de questionnaire de niveau 1 qui se répartit. On le voit seulement, on a fait l'indication seulement de pays qui participent maintenant à cette initiative. Et on a dans ces cas 47 qui sont remplis en anglais, en allemand, en espagnol et aussi en français. On a peinté on a coloré la France dans ces cas aussi en attendant que vous répondrez aussi quelques questionnaires. Alors, c'est un peu maintenant l'image générale de la participation dans ces questionnaires. Ouais. Donc, Ah oui. c'est les- Et c'est ça la fin questions. de notre présentation. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas de poser.
Je ne sais pas si vous voulez que je passe sur les questions que vous avez envoyées par email ou alors on les fait comme ça maintenant, en Oui, open. évidemment, on est toujours disponible dans l'email, téléphone, etc. Pour répondre toutes questions tout ce qu'il faut nécessaire. Mais oui, je pense que ce serait intéressant de répondre à quelques-unes des questions. Ben, il y avait la représentativité. Il y avait une question aussi, il me semble, qui était basée, là je trouve ça intéressant. Donc le questionnaire de niveau 1 parle de Natura 2000 parce qu'on a des données justement qui sont référencées. Mais finalement, dans beaucoup de pays d'Europe, les aires protégées, c'est pas uniquement les aires Natura 2000, mais peut y avoir nous en France, on a des parcs naturels, on va avoir des réserves naturelles. Voilà, il y a différentes strates d'aires protégées. Oui. Est-ce que le questionnaire est vraiment très focusé sur Natura 2000 ou est-ce qu'on entend Natura 2000 mais aires protégées d'un point de vue général? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Parce que des aires Natura 2000, au final, parfois les carrières, elles sont pas forcément proches d'aires Natura 2000. Par contre, elles sont proches d'aires protégées en général, voire même elles sont déjà incluses dans des aires protégées. Et en effet, là, l'information, elle reste quand même intéressante, compte tenu des différentes réglementations européennes qui sont liées. Mais donc, il y avait la question, c'est la question, la sixième question sur les SAC, donc Special Protection Area and Special Area for Conservation. Donc ça, ce sont des questions qui sont, c'est exactement ça, c'est qu'on ne se limite pas à Natura 2000, c'est juste que Natura 2000 a un framework européen qui nous permet de passer outre, entre guillemets, les réglementations nationales, parce qu'il y en a tellement que c'est un peu compliqué de tailor le questionnaire pour chaque législation des 27 pays de l'Union européenne ou des 27 membres de la fédération. Donc, effectivement, quand on parle de zones protégées, on parle de Natura 2000 parce que c'est facile, mais clairement, il y a l'information utile s'il y a des zones protégées, des parcs nationaux, etc., ou dans lesquelles elles sont incluses. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des zones de conservation spéciale, des zones de protection spéciale. Donc, oui, si dans la question vient, est-ce qu'il y a une zone de protection particulière à proximité de la carrière ou à côté, ben, je pense que la question le reprend, vous pouvez répondre oui, et donc l'information va être pertinente aussi. Ça ne s'arrête pas uniquement à Natura 2000, c'est juste que c'est toujours pareil, c'est une question de législation et de détail, de niveau de détail. Mais donc il y a une question qui prend ça en compte de mémoire. Je regarde un peu. Il y Je vous avait invite, Mathieu, Charles, Laura ou Alexandra, si vous avez des questions à faire remonter et autres. À l'heure actuelle, l'UEPG n'a pas encore choisi le type de documents ou de diffusion ou de communication suite à ces résultats, en fait. Enfin, on n'a pas encore choisi, c'est encore trop tôt. On attend de voir peut-être aussi les données qui vont être reçues avant de éventuellement pouvoir penser à une communication, un besoin. Pour l'instant, voilà, ça, pour l'instant, ce côté-là, c'est pas pensé. Ça interviendra après, on est d'accord, c'est ça? Oui, c'est correct. Oui, oui, oui. Et ouais, on est dans une étape très initiale. Alors, on est au début même. Donc il y avait plusieurs. Donc je vais réitérer comme le point. Donc il y avait plusieurs questions sur ce qu'on fait des données et pourquoi est-ce qu'il y a deux projets à la fois. Donc comme je disais, on travaille en synergie avec le projet Rotate. Parce que le framework, en fait, la mesure de biodiversité, il n'y en a pas un million, hein. C'est des indicateurs qui sont à peu près les mêmes, quoi qu'on veuille mesurer et où qu'on veuille le mesurer. Ça s'intéresse à de l'abondance, à la structure le type d'écosystème, des relevés par espèce, des relevés d'espèces protégées, etc., etc. Il y a pas mille manières de mesurer la biodiversité de manière simple. Donc, quoi qu'on regarde, quel que soit le secteur dans lequel on travaille, ça va plus ou moins être les mêmes frameworks. C'est juste que la manière d'avoir l'information va changer d'un secteur à l'autre ou d'un pays à l'autre ou d'une carrière à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une synergie entre les deux projets au niveau de la méthode, pas au niveau des résultats eux-mêmes. Donc, les résultats du projet Rotate restent dans le projet Rotate. Il y a un accord de confidentialité dessus. Les résultats UPG restent pour l'UPG. Il y a un accord de confidentialité aussi dessus qui est dans ces réunions-ci. Et comme je disais au départ, ils ne servent que à développer le framework et faire en sorte que la méthode d'application et de collection des données soit le plus facile à reproduire pour le maximum de membres.
Ça va jamais être parfait pour tout le monde, malheureusement, parce qu'il faut toujours un niveau, et c'est ce qu'on répète souvent, mais il faut aussi il faut pas avoir trop de simplicité au détriment de la qualité de la donnée derrière, parce qu'il faut quand même que la donnée soit représentative de quelque chose, et il y a un effort à faire, quel que soit le niveau. Euh, mais donc, les projets les projets sur lesquels on travaille, nous, on travaille ici à la demande de l'EUPG qui va utiliser ça pour son Environmental Working Group pour EUPG. Et les résultats sont uniquement agrégés. Comme je Oui, disais au début, il y a pas d'identification de site par site, de compagnie par compagnie. C'est non, juste un niveau agrégé. évidemment, Nous, on y a accès, Mickaël a accès, oui, Béatrice a accès, moi j'y ai accès, mais c'est juste pour faire des statistiques et puis les données ne vont nulle part. oui, évidemment, toutes les données qui sont utilisées par la partie de l'UEPG sont mis après la prise de décision, par exemple, dans le comité d'environnement d'Aggregates Europe. Alors, c'est toujours l'utilisation de ces données, ça dépend de l'accord en général de tous les membres, parce qu'évidemment, c'est des données qui sont fournies par les membres. Il y avait une question de Alexandra? Alexandra? Alexandra. Oui, Oui. ouais. Alors moi, j'ai une cinquantaine, plus d'une cinquantaine de carrières. Et donc, je vais pas répondre 50 fois. Enfin, voilà. Donc, ma question, c'est je choisis quoi? Je choisis lesquelles de carrières? Est-ce que je choisis celles qui ont le plus d'informations parce qu'après, ça pourra vous servir ou vous avez besoin de savoir que sur mes 50 carrières, j'en ai 10 qui ont des éléments, et puis j'en ai 5 qui ont beaucoup, et puis il y en a 10 qui ont rien, quoi. Enfin, voilà. Quel est Mais non, je pense que ce que vous attendez? pour l'IOPG, c'est plus intéressant d'avoir justement la dernière partie de la réponse. Il y en a 10 qui ont de l'information, 15 qui n'ont pas grand-chose, et du coup, 35, 25 qui ont beaucoup d'informations. Mais donc, effectivement, je comprends que si vous êtes toute seule à devoir répondre 50 fois, c'est un peu compliqué. C'est plutôt eux qui devraient faire l'information. Mais je ne sais pas quelle est la situation. Vous êtes responsable pour Oui, 50 pour la sites? France. Ouais. Pour la France, ok. Mais donc, ce serait plutôt les sites qui devraient répondre à ça. Et si vous avez l'information, vous, à l'agrégat, ben enfin, à l'agrégation des sites, euh, c'est plus intéressant d'avoir l'information discréditée. Enfin, pouvoir faire la statistique on a, comme je disais avant, 10 qui n'ont pas l'information, 10 qui l'ont. Ouais. Maintenant, peut-être d'avoir le retour aussi, de savoir exactement comment est-ce que, ils trouvent les questions claires, moins claires, etc. Mais c'est une question qui est un peu compliquée, parce qu'on n'a jamais, quand on a diffusé le questionnaire, on s'est dit c'est les sites qui vont y répondre. En C'est pas France, l'échelon au-dessus, quoi. C'est pas l'échelon. justement, en France, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas les sites qui répondent, on va pas se mentir, hein, en France. Hmm. Je pense que tous les membres qui sont présents pour m'appuyer là-dessus, c'est que c'est pas les sites eux-mêmes qui répondent, sauf si c'est des PME. Mais Mhm. généralement, c'est les responsables fonciers environnement ou les directeurs, bah, comme là, Alexandra, ou comme Laurent qui est présent, qui répondent. Et du coup, c'est des niveaux au-dessus. Donc, pour les groupes, ça va s'agir entre, je sais pas, entre 30 et 70 sites. Mhm. Donc, ça reste, voilà, beaucoup à remplir à chaque fois pour Oui, oui, oui. une seule et unique personne. Voilà. En France, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais donc, ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'au final, c'est plutôt une discussion parce que si vous êtes au niveau du groupe et du responsable environnement, vous savez plus ou moins aussi l'information qu'on demande et l'information qui est disponible entre guillemets, le niveau d'information qui est disponible pas forcément pour chaque site, mais de manière générale, quel est le niveau d'information? Est-ce que vous avez de l'information spécifique sur la biodiversité pour la plupart des sites ou pas tellement? Ou est-ce qu'il y a des guidelines pour les sites au niveau de la compagnie que vous tentez de communiquer au site individuellement? Ou est-ce que c'est plutôt les sites qui remontent vers vous? Et donc, comment est-ce que la communication se passe de l'un à l'autre? Ça, c'est une question qui est intéressante que je pourrais vous poser parce que finalement, que ce soit pour UPG ou pour nous, l'information, du coup, elle n'est pas disponible au site même, elle est disponible à un niveau supérieur, si elle est disponible. Et après, là, on fait pas dans les questions, il n'y a même pas enfin, je pense que parce que ça, c'était pour appliquer à d'autres activités industrielles éventuellement, mais
voilà, il n'y a pas de précision sur est-ce que c'est une carrière en roche massive, en alluvionnaire, est-ce qu'il y a Non. des enjeux autour. Non, non. Parce qu'en fonction du type de carrière et des enjeux qu'il y a autour, on aura plus ou moins d'informations. Donc, c'est Oui, ce qui va jouer aussi sur le niveau d'information. les enjeux autour, ils sont développés par le fait qu'il y ait des protections autour. Ici, c'est comme ça on a passé l'hypothèse comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus large que ça, et je suis entièrement d'accord. On n'a pas besoin d'avoir des zones protégées pour avoir des enjeux, loin de là. C'est juste que d'un point de vue purement opérationnel de la chose et hypothétique, ben, à un moment ou à un autre, il faut faire un choix de se dire on va travailler avec tellement de données que si on va travailler avec la fédération, les fédérations en France qui ont beaucoup d'informations, ce sera très facile parce que vous avez de l'information et vous avez une connaissance des enjeux spatiaux par rapport au site la plupart du temps. C'est pas le cas pour tous les pays, et donc c'est pour ça qu'on a de variabilités dans les questionnaires, et des questionnaires qui sont en fait assez larges parce que parfois ils sont trop précis pour d'autres fédérations ou pour d'autres sites ou pour d'autres types de compagnies. Je veux dire, avoir un groupe par rapport à une PME, c'est pas exactement le même niveau de connaissance la plupart du temps non plus. Donc, euh, le plus vous pouvez répondre en termes précis, le mieux c'est. Maintenant, si vous pouvez dire dans la réponse en commentaire en disant bah, on a ce type d'information qui est disponible avec des plans de réhabilitation, avec des relevés précis d'habitat, d'espèces, etc., bah, ce sera déjà un début aussi ce sera un début d'information aussi. Donc, plutôt que de devoir le faire 15 fois, si sur les 15 fois, vous savez qu'il y a des relevés qui sont obligatoires, par exemple des relevés biologiques qui sont obligatoires tous les 4, 5 ans, 10 ans, ou qui sont obligatoires à l'élaboration d'un permis ou d'un renouvellement de concession ou quoi que ce soit, et ben, c'est déjà l'information qui est importante. Ça va déjà répondre en fait en partie aux questions sans y répondre une à une. Mais dire qu'il y a des relevés qui sont obligatoires tous les 5 ans pour les suites de population avec des enjeux particuliers, ça c'est important. Et on sait qu'ils existent. On sait que par exemple, vous pouvez l'avoir, si vous pouvez l'avoir en disant on a 5 sites qui ont des relevés bisannuels, quinquannuels, quoi que ce soit, bah, c'est une information qui permet déjà d'aller du niveau 1, 2 et presque 3 en fait. Ouais, mais je ne peux pas le préciser dans le questionnaire là. Non, c'est ça, mais donc on pourrait, on pourrait essayer de voir avec Béatrice comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est juste qu'il faut rajouter des questions qui permettraient du coup à un gestionnaire de remplir le questionnaire. Ou alors il faut essayer juste de le faire par. Ouais. Je vais voir comment on fait. Béatrice, did you understand that or not? No? No, but you can All right. translate. Excusez-moi une seconde, comme ça je pose la question. Basically, we're talking with people which are environmental coordinators for the companies. Mhm. So what they do have is an aggregate version of what is available in each site. So they're responsible for 10, 15, 30, 50 sites, Mhm. which of course it's a bit time consuming to get to the questionnaire 50 times. But they do have information of where they do have inventories or legislation or obligation or environmental challenges for sites that they can answer with. It's just that it's too time consuming to get it into the questionnaire. And so we should probably think about a method for communicating all of this information rather than just going 50 times to the questionnaire. 50 times. So we can talk about it after the meeting, but just, and we can then come back to Yeah, the we people can in discuss after that. Yeah, it's and fine. we can come back to the participant later in a way so that you don't have to go through 50 times. Ok, voilà, on repasse en français. En français. Thank you. Laurent, il y a une question? Oui, Laurent. Oui, bonjour. Un point, donc premièrement, effectivement, comme ça vient d'être dit par Alexandra Fournier, donc on peut avoir beaucoup de sites sur lesquels on a des infos. Donc un point particulier sur le calendrier, même si effectivement Audrey nous a transmis l'information sur le besoin de recueillir des données il y a maintenant plusieurs semaines, c'est aujourd'hui que j'ai des détails qui me mettent dans une situation où je peux aller expliquer à mes collègues un peu plus près du terrain ce qu'on attend. Donc ça fait très court, le 27, c'est dans 6 jours.
J'ai rarement vu des délais aussi courts pour remonter l'information, y compris des demandes de l'administration. Donc là, honnêtement, la date limite, pour moi, est très contraignante. J'ai décidé de ne pas transmettre l'information sans savoir de quoi il était question en détail. C'est maintenant que j'ai des détails. Ça va limiter. D'autant plus que la situation n'est pas aussi tranchée que vous pouvez le dire. C'est-à-dire que le questionnaire, c'est un mix d'informations assez générales sur lesquelles je pourrais effectivement remplir. La politique nationale, je n'ai pas besoin de demander aux gens s'il y en a une. Par contre, la situation d'un site par rapport à du Natura 2000 ou autre, ou les enjeux locaux, par définition, ils sont locaux. Donc, ça va être un mix assez compliqué d'informations nationales et d'informations locales qui va beaucoup restreindre la chose. Et une deuxième question, cette fois-ci plus technique, c'est un nouveau système d'évaluation de la biodiversité. Il y a beaucoup d'indicateurs, de projets d'indicateurs qui sont en cours ou de métriques qui existent. Alors, le dernier auquel je pense, parce qu'il y a eu pas mal de communication sur le sujet, c'est l'UICN qui a mis en avant sa métrique STAR. Vous, par rapport à toutes ces métriques qui existent, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous vous rapprochez de certaines? Vous envisagez de vous rapprocher de certaines? Ou est-ce que vous envisagez une définition totalement nouvelle? D'un point de vue purement scientifique, on se base sur ce qui est publié sur la mesure de biodiversité. Et dans les projets dans lesquels j'ai travaillé dans mon équipe, ou des gens ont travaillé dans mon équipe, on a déjà travaillé avec des fédérations de carrière dans lesquelles on a co-construit des indicateurs qui étaient faisables ou pas, basés sur ces indicateurs sur l'objectif biologique des indicateurs. Et donc, dans les indicateurs qu'on va proposer, c'est essentiellement des indicateurs simples et de relevé. Ce n'est pas uniquement des métriques compliquées. Par rapport à des frameworks qui sont dans les industries similaires, on a discuté avec d'autres partenaires et elles ne sont pas tellement différentes non plus. C'est les mêmes types de métriques. Donc, c'est des métriques qui regardent au relevé du type d'espèce, au relevé des enjeux d'espèces protégées, au relevé des pollutions sonores et des dérangements, mais également des types d'habitats disponibles dans les carrières. Donc, c'est pas tellement différent. Il y a pas comme je disais, il n'y a pas 1000 manières de mesurer la biodiversité. Donc, on peut essayer de réinventer la roue et chaque fédération dire j'ai un système qui permet de regarder tel type ou tel type. Et c'est juste qu'il s'oriente dans une direction un peu particulière, mais fondamentalement, les métriques elles-mêmes ne changent pas tellement d'un secteur à l'autre. Je sais pas si ça répond à la question ou c'est encore trop vague. Parce que je Non, peux ça répond. Merci. Du coup, là, moi, je rebondis. Est-ce que ce serait envisageable, je sais que par rapport à les questionnaires, ce qui vous est remonté, et ce serait envisageable de décaler de quelques jours au moins la deadline? Je sais que pour vous, ça peut être compliqué, parce qu'après, derrière, il y a toute l'analyse des résultats qu'il y a à faire derrière pour le comité environnement en mars. Voilà, ma question, c'est pour essayer d'avoir quelques résultats français, est-ce que ce serait envisageable de décaler au moins de quelques jours pour que voilà, il y en ait possiblement un petit peu plus? Voilà. I'll translate it for Beatrice. They're asking for having a bit more extension of the delay because they need to get to the sites and to get the information to answer the questionnaire itself. So I don't know about the schedule, about the UPG working group communication, and how do you envisage? To me, it's fine to have maybe 1 week more, but more would be difficult for us to work on it. A few days, yeah. Il y a plusieurs semaines, ça sera difficile. Ça peut être, on peut débattre, ça peut être, c'est le 27, c'est un jeudi. C'est qu'on peut faire, par exemple, de l'extendre la semaine prochaine, le 7. Parce que de cette manière, on a besoin d'analyser toutes les données. Bon, ils ont évidemment pour le délivrer dans ces cas dans la commission d'environnement. On va revenir vers vous sur la possible extension de deadline. Oui. Ouais. On va le considérer. Only a few days, it's okay. Yeah. Ok, on va le confirmer après dans l'email en général. Oui. Ok. Alexandra? Moi, j'ai une question plus sur le questionnaire, sur la partie C, la plan de gestion de la biodiversité et de restauration. Alors, j'ai peut-être pas bien écouté quand vous en avez parlé, mais donc il y a la question 8 là. Est-ce que oui, il y a un plan de gestion? Oui, il y a un plan de restauration. Et après, dans la question 10, on redemande s'il y a un plan de gestion. J'ai pas le questionnaire sous les yeux. Attends, je partage si vous voulez. Je l'ai là. Parce que je sais qu'il y a deux questions qui ont l'air similaires, mais qui en fait ont un objectif différent.
Oui, ok. Là, ici, plan de gestion. Et là, ici, plan de gestion, est-ce que c'est celui un Ouais. peu plus officiel, plus C'est plus. structuré? En fait, il y a différents types de plans de gestion. C'est-à-dire qu'il y a des plans de gestion qui sont destinés au plan de gestion du site avec la nature en général, mais qui ne tient pas compte de l'objectif de biodiversité. Donc, par exemple, on peut avoir un plan de gestion des espaces dans la carrière avec des espaces qui sont actifs, inactifs, et dans lesquels il n'y a pas forcément des métriques de biodiversité qui sont mises en place. Et puis, il y a les plans de gestion de biodiversité qui sont des plans de gestion axés biodiversité sur effectivement cette gestion des espaces est faite pour que la biodiversité reste, soit maintenue ou augmente. Et donc, c'est plutôt la différence, elle se fait là-dessus. C'est est-ce qu'on a un plan de gestion de l'espace naturel ou est-ce qu'on a un plan de gestion de l'espace qui est orienté vers la biodiversité. Certaines carrières, par exemple, en Wallonie, il y avait eu un projet pilote en live sur la gestion dynamique de la nature en carrière et donc pouvoir faire en sorte qu'il y ait un plan de gestion orienté biodiversité qui soit installé dans la carrière avec différentes mesures sur comment déplacer certaines mesures, comment gérer l'espace et l'exploitation pour que les deux finissent par collaborer un peu mieux, en tout cas coexister un peu plus facilement. Donc la différence, elle est là, sur la plan de gestion nature versus le plan de gestion orienté biodiversité. Ok. Et plan de restauration? Donc les plans de restauration, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a il y a les plans de réhabilitation et les plans de restauration. Donc les plans de réhabilitation, c'est sur la fonction du Réaménagement, pour nous de en France. réaménagement, Ouais, ouais, c'est ça. C'est Et donc ça. ça peut être un réaménagement à but agricole, industriel, habitat, quoi que ce soit. Et le plan de restauration, c'est la restauration fonctionnelle de l'écosystème. Donc c'est orienté nature. Ça peut être, on peut refaire des chantiers, on peut planter des arbres, on peut faire un espace mixte avec différents types d'écosystèmes qui est orienté vraiment biodiversité, où on peut faire du laisser-faire et on laisse la nature revenir avec une gestion minimale. Donc il y a tout un panel de solutions qui existent. C'est juste pour savoir dans le plan de réaménagement après exploitation, est-ce que c'est un plan uniquement de réhabilitation fonctionnelle? Il n'y a pas de détails d'objectifs nature, biodiversité dessus. Euh, ou il y a un plan qui compte la biodiversité dessus, et là, du coup, c'est un plan de restauration, et la question suivante sera, ben, qu'est-ce qu'on restaure? D'accord. Si on dit on a un réaménagement en plateforme industrielle, ça on considère que ça n'est pas, mais si on dit le réaménagement est de type écologique, Humide, humide, tout ça, ça va Oui, rentrer c'est dans ça, le plan de exactement. restauration. Ok. Exactement. Ça c'est un plan de restauration si vous faites un réaménagement de zone humide avec un lac de carrière, typiquement. D'accord. Et code de conduite pour la protection des espèces, ça? Ça, c'est des codes C'est internes. c'est ce que j'ai publié. On a publié ça avec l'UEPG il y a quelques années, en 2021, 2022, je me semble, que ça a été traduit en allemand, en anglais, en espagnol. Et vous avez le code de conduite. En fait, il me semble que Heidelberg a participé à l'élaboration au niveau européen avec la LPO. Et vous avez le guide traduit en français. Et en gros, c'est le plan de gestion dynamique de la biodiversité. C'est un petit peu ce que font la plupart des sites en France déjà, en Ouais, fait. d'accord. Mais c'est juste, c'est appliqué. Pour nous, c'est ancré, quoi, donc on fait même plus attention. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais comme on disait, c'est que on parle à plusieurs pays, plusieurs intervenants, et tout le monde n'a pas exactement le même niveau d'exigence que la France pour tout ce qui est biodiversité. Donc, c'est plus facile de travailler avec un site français, honnêtement. Laurent? Oui, justement, pour ces questions-là où la définition peut finalement être pas si précise que ça pour nous, on le fait déjà, mais on n'a pas conscience que c'est lié à tel ou tel document. Est-ce que ça fait partie des questions qui sont retraitées, reprécisées dans les niveaux 2 et 3 avec des définitions plus strictes? Et puis, est-ce que, par exemple, spécifiquement pour la question 10, vous avez parlé de métriques, il y a des conditions comme il faut avoir un plan qui inclut une métrique pour que ça soit un oui, ou est-ce que quelque chose qui est plutôt tourné autour des obligations de moyens répond quand même à la notion d'un plan de gestion de la biodiversité? Donc, à la première question, il y aura des précisions demandées dans les niveaux 2 et 3 par rapport au reste. Donc, si on dit il y a un plan de restauration naturelle, ça va être la question suivante, vont être qu'est-ce que vous restaurez? Est-ce que vous restaurez un milieu humide? Est-ce que vous restaurez une prairie fleurie? Est-ce que vous restaurez une forêt? Et le niveau 3, ce sera comment est-ce que vous le restaurez? Est-ce que vous plantez une monoculture d'arbres? Est-ce que vous semez des graines? Est-ce que les espèces sont indigènes ou pas, etc., etc. Donc, il y a différentes étapes qui vont arriver sur comment évaluer le plan de restauration d'un point de vue purement biologique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie sur les objectifs de moyens par rapport à la finalité.
Quand on a un plan de gestion de biodiversité, pour moi, les deux vont de pair, mais c'est pas nécessaire d'avoir exactement une métrique dedans. Si c'est juste une question d'objectif de moyens pour dire on veut mettre en place de la biodiversité dans les carrières en disant on va peut-être faire une mare, on va faire une mare temporaire, on va faire un semis, on va laisser un stockpile tranquille pour laisser la nature revenir. Pour moi, c'est déjà un plan de gestion en lui-même. Donc, vous pouvez répondre oui à ça. L'objectif finalité métrique, la nature, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc, parfois, elle vient pas. Et parfois, ça prend 3 mois, parfois, ça prend 5 ans. Ça, on n'en sait rien et on est bien conscient de ça. Et donc, c'est plutôt un objectif de moyen dans lequel on va répondre oui ici. Donc, il y a une manière de gérer l'espace avec un objectif de biodiversité et de réaménagement qui est temporaire, dynamique ou permanent, alors oui, il y a un plan de gestion de biodiversité parce que le plan est axé biodiversité. Parce que nous, on avait une petite subtilité, on considérait que quand on est accompagné par des écologues qui nous disent, ben, voilà, ce que vous avez fait là, c'est bien, ou alors faut adapter, et puis ils reviennent fréquemment pour nous adapter. Là, on avait vraiment un plan de gestion de la biodiversité officiel, Ouais. et sinon, c'est toutes des mesures qu'on fait de nous-mêmes, et là, nous, on ne faisait pas rentrer dans le plan de gestion de la biodiversité. Ouais. En fait, voilà. dans le cas où les écologues viennent et font leur relevé, leur conseil, bah, c'est déjà l'étape suivante de dire est-ce que le plan de gestion de biodiversité fonctionne et qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le plan de gestion de biodiversité, quels sont les objectifs particuliers en termes d'espèces, en termes d'abondance, en termes de métriques pures, par rapport à des mesures que vous feriez un peu, pas forcément à l'aveugle, mais sans avoir une expertise externe, pardon, qui arrive. Pour moi, les deux sont des plans de gestion de biodiversité, c'est juste la finalité et la manière d'en implémenter qui change. Donc, vous pouvez répondre oui à la première question si vous le faites par vous-même. C'est juste que les questions suivantes seront, si on se passe sur le plan de restauration, bah, les questions vont être un peu les mêmes. Ça va être quel est l'objectif du plan de gestion de biodiversité, qu'est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous le gérez. Et donc là, vous pourrez dire bah, expertise externe, travail avec des naturalistes, relevés généraux, réinventaire, etc., etc. Et donc euh, ça, c'est plus sur le moyen de le mettre en place. Mais vous avez un plan dès le départ. Et la qualité du plan dépend effectivement de la connaissance de base, du suivi que vous mettez en place et des autres variables qui arrivent dedans. Donc, à la question, si vous le faites tout seul, oui, vous avez un plan de gestion. Parce qu'il y a, comment dire, il y a un objectif de biodiversité dedans. Du coup, ce que je souhaiterais proposer à Aggregate sur PPG, c'est de revoir le guide. Alors, je sais que là, moi, c'est pour le côté français, mais ça pourrait être intéressant, justement, même s'il n'y a pas que la France comme pays francophone, et donc dans ce cas-là, il faut faire attention à l'écriture du manuel, mais je serais intéressée, pourquoi pas, pour revoir le guide, le manuel qui a été écrit et voir s'il n'y a pas une façon, voilà, que ce soit peut-être plus clair, parce que je pense à ceux peut-être qui derrière voudront peut-être remplir le questionnaire, même s'ils vont revoir le replay, ça peut être intéressant peut-être que ce soit petit peu plus détaillé ou expliqué différemment dans le guide pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Et là, du coup, pour que du coup chacun n'ait pas forcément à revoir l'heure de replay, mais que par la lecture du guide, ce soit peut-être un peu plus clair. Voilà, Oui, tout à fait. J'ai pensé le mettre dans le guide, essayer de replacer les choses. Avec Normalement, des je pense qu'on exemples, avait essayé de le faire, mais c'est vrai concrets, que... quoi, à la limite. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ok, parce qu'on n'avait pas pensé, on n'avait pas ce genre de retour-là non plus a priori, donc c'est parfois un peu compliqué à faire a priori, mais on va le prendre en compte et on va apporter des précisions. Oui, C'est des exactement. remarques pertinentes. Si nécessaire, oui, je on peut porter. peux commencer, hein, je peux commencer à faire des propositions et à les soumettre si ça vous intéresse. Ouais. Oui, bien Bah, sûr. si c'est juste une question de prendre des notes de ce qui a été dit ici aujourd'hui et de les envoyer avec juste, on avait ces remarques-là déjà, c'est utile. Ouais. Et après, oui, c'est clair que si vous avez des remarques vous-même sur le guide ou le questionnaire, bah, on est toujours preneur. Hein. Le questionnaire n'est pas entièrement figé. Je veux dire, c'est la première étape pour avoir de données pour l'UPG, mais le framework, à la fin, il faut quand même qu'il fonctionne pour le plus grand nombre et que s'il n'est pas clair pour certains, c'est probablement qu'il y a moyen d'améliorer les choses. Donc,
Exactement, oui. Toute remarque constructive est bienvenue, évidemment. Oui, on est ouvert à toute proposition, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, et c'est bon. Il me semble qu'on a, en tout cas, on a fait un bon tour des questions. Oui. Voilà. Parfait. Mais merci pour votre participation active, en tout cas. Oui. C'est utile pour nous et j'espère que ça a été aussi utile pour vous. Merci beaucoup de vous être libéré aussi rapidement pour la mise en place de ce webinaire. Donc, vraiment, merci aux membres et à Samuel, Mickaël et Béatrice. Oui, Thank you. merci en nom d'Agregatio aussi pour la participation, la coordination de MPG et aussi pour votre participation en vendredi matin. Oui.